Non? Hein? Bonjour et bienvenue au Forum d'El Moudjahid. Durant l'époque coloniale, et plus précisément la bataille d'Alger, des milliers de suspects étaient arrêtés et détenus par les parachutistes français. Mais leur identité sont restées largement inconnues. Et ils n'ont pas pu être identifiés ni dénombrés. Plus de 6 décennies, les familles de ces détenus ne connaissent pas l'issue de ces détenus. Donc, pour enrichir ce sujet et débattre encore plus, nous avons l'honneur de recevoir les deux historiens, Madame Malika Arhal, bonjour. Bonjour. Et Monsieur Fabrice Reciputi, bonjour. Bonjour. Ils sont à l'origine d'un projet, 1000autres.org, qui traite le sujet en profondeur, en mettant en lumière les lieux, les espaces, tout qui a trait à démontrer les sources de ces disparus. Donc, je vous donne la parole à Madame Arhal. Merci beaucoup, Madame Aïta Louesh. Vraiment, je voudrais vous remercier pour cette invitation et remercier le journal El Moudjahid à travers son PDG, Monsieur Koursi. نشكركم شكرا جزيلا لهذا الفرصة لعرض عملنا. Vraiment, nous sommes très heureux d'avoir l'occasion de venir présenter ici à Alger et durant ce mois de novembre en particulier notre travail sur la question de la disparition forcée. Nous allons faire notre exposé en langue française et nous allons le diviser en deux temps. Je vais d'abord donner la parole à mon collègue Fabrice Ricciuti pour expliquer comment nous avons commencé à travailler et pourquoi nous avons une occasion un peu unique de faire une recherche sur un temps, 1957 et 1958, et un lieu, Alger et sa région, au moment où la répression menée par les parachutistes français était contre cette ville la plus violente. Je reste là. Allez-y. Je peux rester ici. Oui. Bonjour, alors je ne répète pas les remerciements que vient de faire Malika Arhal devant cette forêt de micros. Alors je vais donc essayer de vous dire comment et pourquoi est né ce projet que nous appelons le projet 1000 autres. Vous comprendrez tout à l'heure pourquoi il s'appelle comme ça. Le point de départ de ce projet, c'est la consultation d'une archive coloniale aux archives nationales d'outre-mer à Aix-en-Provence, une archive qui s'avère être une archive rare et précieuse, qui a probablement échappé au nettoyage des archives qui ont eu lieu, notamment après le 13 mai 1958, dont on va vous montrer un échantillon. Voilà. Donc en janvier 2018, j'étais aux archives d'Aix-en-Provence et je tentais de trouver les archives de Paul Tedjen, vous savez, qui était ce secrétaire général à la police de la préfecture d'Alger, qui s'est ensuite opposé au général Massu et qui a démissionné en disant que les méthodes utilisées par l'armée française lui rappelaient les méthodes des nazis qu'il avait lui-même subies comme ancien résistant. Je n'ai pas trouvé les archives de Paul Tedjen, qui ont disparu manifestement, probablement victimes du nettoyage dont je parlais, mais je suis tombé
sur une autre archive du fonds de la préfecture d'Alger, une archive du service des liaisons nord-africaines, qui est un héritier des affaires indigènes, et qui nous donne quelque chose de très précieux, parce que c'était destiné à être effacé des mémoires. C'est une liste, un fichier donc, de gens qui ont été enlevés par l'armée française en 1957 à Alger. Et ce fichier, il était destiné à rester secret. Il se trouve que lorsque Guy Mollet envoie à Alger, après qu'a éclaté un scandale sur la torture en mars 1957 en France, il envoie inspecter une commission de sauvegarde des droits et libertés individuelles pour, dit-il, voir si d'éventuelles exactions avaient été commises par l'armée. Un membre de cette commission de sauvegarde demande à consulter ce fichier au préfet d'Alger, et on lui refuse catégoriquement l'accès à ce fichier. Pourquoi ? Parce que cette liste de gens arrêtés, eh bien, elle documentait ce qui se passait à Alger à ce moment-là et qu'on voulait cacher, c'est-à-dire un système de terreur militaro-policière qui était basé sur la disparition forcée. Ce que les Français ont appelé parfois le système arrestation-détention, on l'appelle aujourd'hui dans le droit international le système de la disparition forcée. Et en droit international, après qu'on l'ait observé notamment dans les régimes autoritaires d'Amérique latine, c'est considéré comme un crime contre l'humanité. Alors, comment ce fichier est-il produit exactement ? En février 1957, après quelques semaines de ce qu'on a appelé, qu'on a bien mal nommé la bataille d'Alger, la préfecture d'Alger, mais aussi le ministère Lacoste, sont submergés d'interventions d'avocats, de familles algériennes, qui viennent dire, voilà, il y a une semaine, 3 jours, 15 jours, un mois, on a enlevé, souvent à mon domicile, souvent sous mes yeux, parfois à son travail, parfois lors d'une rafle dans la rue, mon père, mon fils, mon oncle, il s'agit essentiellement d'hommes, pas seulement, mais essentiellement. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, alors, s'il vous plaît ou pas s'il vous plaît, on a des lettres de demande qui sont, parfois qui supplient une réponse et parfois qui exigent une réponse, bon, voilà. Est-ce que vous pouvez nous dire si au moins il est encore en vie, et éventuellement où il se trouve ? Bon. Or, la préfecture d'Alger ne peut pas répondre à ces questions, parce qu'elle a abandonné absolument tout contrôle, le pouvoir politique, le pouvoir civil a abandonné tout contrôle sur la répression qu'on a confiée au général Massu et à ses officiers, qui appliquent ce qu'on appelait la doctrine de la guerre révolutionnaire, la doctrine de la guerre contre-insurrectionnelle, pour lesquelles c'est toute la population algérienne qui est une cible, en particulier parce qu'en janvier, elle est tout entière susceptible de répondre au mot d'ordre de la grève des 8 jours, et pour eux, c'est un terrain d'expérimentation formidable, Alger. Ils mettent en application un système qui est basé à la fois sur l'action psychologique, comme ils disaient, qui se résume souvent à distribuer des bonbons aux enfants dans la Casbah, et sur la terreur. Voilà. Et voilà. Et alors ils vont nous vendre ensuite un récit de la bataille d'Alger où les parachutistes vont faire de la lutte antiterroriste et tenter d'attraper les poseurs de bombes. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que la cible de l'armée française à ce moment-là, c'est toute la population algérienne, et son but, c'est d'éradiquer toute autonomie politique chez les colonisés. On voit bien, dans d'autres archives, par exemple, celles qui nous donnent... Les militaires étaient obligés de donner un motif lorsqu'ils assignaient quelqu'un à résidence dans un camp. Et bien, dans ces motifs, on voit des motifs comme, par exemple... admirateur de Nasser. Ça suffisait à enfermer quelqu'un, éventuellement pour plusieurs années, dans un camp. Et à l'interroger, bien sûr. Bon. Ou bien, tout simplement, l'appartenance. Dans un fichier de police, on avait trouvé une appartenance syndicale, UGTA, ou associative, ou politique, ou l'expression d'opinion
plus ou moins anticolonial, ça suffisait à être arrêté. Donc, contrairement à ce que nous ont raconté dans leurs mémoires les généraux et officiers français, c'est vraiment une répression politique, hein, de très grande intensité. Voilà. Donc, je reviens à mon fichier. Alors, la préfecture, avec toutes ces demandes, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit, pour tenter de calmer l'émotion suscitée par cette méthode excellente, hein, qu'elle juge excellente, dans la population d'Alger, nous allons centraliser les réclamations des familles, établir des sortes d'avis de recherche que nous allons envoyer au général Massu, dans l'espoir qu'il veuille bien nous dire ce qu'il a fait des gens qu'il a arrêtés. Alors vous avez deux exemples ici. Vous voyez, c'est vraiment fait comme ce qu'on appelle une fiche un avis de recherche dans l'intérêt des familles. Sauf que là, le coupable de l'enlèvement, tout le monde le connaît, c'est l'armée française. Hein. Alors, ici, vous avez, donc vous voyez, on avait un nom, un prénom, une adresse, une profession, et parfois des circonstances assez précises de l'enlèvement. On a la date de l'enlèvement, on a parfois l'identité de l'unité parachutiste ou autre qui a procédé à l'enlèvement. Souvent, les gens se repèrent à la couleur des bérets, vous savez, les bérets rouges, les bérets verts, etc. Et une personne à prévenir en cas de découverte. Voilà. Alors, j'ai aussi trouvé dans la même archive une statistique qui est établie par le responsable du service qui se désespère parce que dans 70% des cas, soit les militaires ne répondent rien du tout, rien ne les oblige à répondre en réalité, hein, soit ils répondent n'importe quoi. Lui-même dit les réponses sont non valables. Bon. Voilà. Alors, quand je suis tombé sur cette archive à Aix-en-Provence, je me suis mis à la photographier frénétiquement en me rendant compte que j'avais là quelque chose qu'on ne connaissait pas, en tout cas dans l'historiographie et en France, parce que quand on parle des disparus de la bataille d'Alger, on évoque des milliers de disparus, mais on ne connaît en France et dans l'historiographie qu'une seule histoire, une seule histoire, vraiment une histoire de disparus et de disparition, c'est celle de Maurice Audin. D'accord? Et donc je me suis tout de suite dit, mais ça, il faut le rendre public, et qui peut nous dire ce que ces gens qui ont été enlevés par l'armée, on en a là la certitude, hein, les familles n'ont pas inventé un enlèvement et pour aller le déclarer à la préfecture. Les seuls qui puissent nous dire ce que sont devenus ces gens, ce sont évidemment les proches et les descendants de ces personnes enlevées. Ce n'est pas dans les archives coloniales qu'on va trouver la réponse. Dans les archives coloniales, dans celles de l'armée, dans celles des civils, on ne trouve que du mensonge et de la dissimulation. Hein. Ce que répondaient la plupart du temps les militaires quand ils étaient obligés de répondre quelque chose, c'était ils prétextaient une libération. Ils disaient on l'a libéré, à telle date, très précise. Hein. Je signale que dans ses mémoires, Paul Ossarès dit « J'ai fait faire un fichier dans lequel j'ai demandé à ce que les gens qu'on avait liquidés, on indique en face de leur nom « L » comme libérés, et pour ceux qu'on avait libérés, « E » comme élargis. Donc il n'est pas exclu que lorsqu'on voit dans les fichiers actuellement la lettre « L » comme libéré, ou il s'agisse de ce fichier codé, hein, où le « L » veut dire « liquidé » en réalité. D'accord? Bon. Voilà. Alors... je suis rentré chez moi avec cette archive, j'ai consulté toutes sortes de gens, y compris par exemple l'historienne Malika Rahal, et l'idée d'un appel à témoignage est venue. Il a fallu construire un site et on a précipité le travail lorsque Pierre Audin, le fils de Maurice Audin, nous a averti que le président Macron s'apprêtait à faire une reconnaissance officielle de la responsabilité de la France dans l'enlèvement, la torture et l'assassinat de Maurice Audin. Et c'est la raison pour laquelle ce site s'est appelé, on a choisi de l'intituler « Des Maurice Audin par milliers ». Et lorsqu'il a fallu choisir, vous savez, une adresse électronique de site, on a choisi 1000 autres qui ne s'avèrent pas si compréhensibles que ça, mais bon, c'est comme ça, on ne peut pas revenir là-dessus. Voilà. Et donc, en septembre 2018, 3 jours après la déclaration du président Macron, le site a été mis en ligne. Je dois dire que moi, personnellement, qui connais peu la société algérienne, je n'étais pas absolument convaincu de l'utilité de l'énorme travail qu'a consisté à mettre en ligne plus d'1 millier de notices, etc.
c'est Malika Rahal qui tout de suite m'a dit « Fabrice, ne t'inquiète pas, tu vas voir, c'est un travail très utile et tu auras des résultats. » Et le jour de la mise en ligne, sans vouloir vous raconter ma vie, on a mis le site en ligne, je suis allé dormir 1 heure et quand je suis revenu, j'avais un premier message qui m'a mis les larmes aux yeux, un message très élaboré et totalement bouleversant de quelqu'un qui avait reconnu son père, si je ne m'abuse, dans la liste. Voilà. Et ensuite, avec la médiatisation du site qui a été forte en Algérie, beaucoup moins en France, hein, mais qu'il a été quand même, eh bien, pendant des semaines, on a eu de très nombreuses identifications. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que notre demande, notre appel à témoignage, il consiste à demander si les gens reconnaissent dans la liste un parent, une connaissance, qu'il ne s'agit pas seulement d'identifier ceux qui n'ont jamais réapparu, mais aussi ceux qui finalement ont pu être libérés après une détention plus ou moins longue, etc. Et puis évidemment, on demande aussi à ce qu'on nous signale les cas, il y en a très nombreux qui ne figurent pas dans notre liste, qui n'est finalement qu'un échantillon. Hein. Personne n'est capable d'établir un bilan exact des disparitions définitives pendant l'année 1957 à Alger. Il y a un chiffre célèbre qui est celui de Paul Tedjen, qu'il a diffusé en disant « Moi, mes calculs me disent qu'il me manquait 3024 bonhommes parmi ceux que vous m'avez signalés », sauf que Paul Tedjen, il savait très bien que les militaires le roulaient dans la farine, selon l'expression de Paulo Sarès, et qu'ils ne lui signalaient pas un grand nombre de gens qu'ils avaient arrêtés. Et donc ce chiffre, il faut le prendre vraiment avec beaucoup de précaution. Il est très vraisemblablement en dessous de la réalité, mais on peut difficilement, en toute rigueur, en dire beaucoup plus. Voilà, je vais laisser Malika continuer l'exposé. Est-ce que du coup, tu veux qu'on transfère le micro Je vais peut-être changer de place, ça sera plus simple. Alors, comme a expliqué Fabrice, nous avons donc mis le site en ligne à la fin de 2018 et nous avons très vite reçu des réponses. Et je voulais vous montrer certains éléments de réponse qui ont été apportés par les familles au sujet des disparus qui apparaissaient sur notre site. Tout à l'heure, je vous ai montré 2 fiches. La fiche à gauche de notre plus jeune disparu qui s'appelle Saïd Khmissa, qui avait 15 ans au moment de son enlèvement, et la fiche à droite d'un autre disparu qui s'appelle Mohamed Himer, qui était commerçant à l'ancienne place de Chartres du côté de Sahat Chouhada actuellement. Ces fiches, vous les avez vues, ce sont des fiches sans vie, ce sont des documents administratifs. Très rapidement, les familles nous ont apporté des éléments de réponse et nous ont aussi apporté des photographies. Je voulais vous en montrer quelques-unes. Donc justement, ici, Saïd Khmissa, notre plus jeune disparu, Mohamed Himer, dont on a vu le document tout à l'heure, et Mohamed Bendris. J'ai choisi ces 3 photographies, j'aurais pu en choisir beaucoup d'autres. Majoritairement, les personnes qui ont été enlevées sont des hommes, il y a quelques femmes, certaines évidemment sont extrêmement connues, Ourida Medded, Zhor Zerari par exemple, mais numériquement elles sont moins nombreuses que les hommes. Cette répression, elle est de façon massive contre des hommes de tous âges, très jeunes et aussi très âgés. Ce qui est émouvant aussi avec les documents que les personnes nous ont envoyés, c'est que quelques-uns n'ont qu'une seule photographie à nous fournir. Parfois, les familles nous ont demandé si nous avions des photographies, mais nous n'en avons bien sûr pas. Et dans certains cas, par exemple, c'est le cas de M. Bendris. Si vous regardez bien, ce n'est pas une photographie, c'est en réalité un dessin qui a sans doute été effectué dans le quartier auprès d'un dessinateur public. Et c'est ça la seule image que la famille a pu conserver. Ce qui était important pour nous dans ce projet, c'est que ça nous offrait la découverte de l'archive par Fabrice Risseputi, nous donnait une occasion unique de renverser
la connaissance sur la disparition forcée, ce qu'on appelle dans le droit international depuis 2006 la disparition forcée, el-qasari, qui est une façon de travailler non pas sur les archives militaires, non pas en demandant aux militaires d'avouer le crime qu'ils ont commis, ce qu'on ne fait pas quand on travaille sur la disparition forcée au Brésil ou en Argentine ou en Espagne. On ne va pas chercher l'aveu des militaires. On va d'abord, notamment pour établir la liste des disparus, on commence par chercher auprès des premiers témoins, qui sont les familles, bien sûr. En réalité, la vérité de la disparition forcée, elle est d'abord dans la mémoire des familles et pas d'abord dans les archives militaires. Donc ce site, il nous permettait de retourner la recherche, de la remettre dans le bon sens, en mettant au centre les premiers témoins de cette histoire, qui sont en réalité les survivants de la disparition forcée, les familles de disparus et leurs descendants jusqu'à aujourd'hui. Les documents que les personnes nous ont envoyés, ils sont extrêmement émouvants parce qu'ils permettent aussi de documenter précisément ce qu'a été pour eux l'expérience de la violence et de faire une histoire qui n'est pas seulement une histoire militaire, mais qui est aussi une histoire sociale de la répression pendant cette période. Donc vraiment une histoire sociale de la répression qui permet notamment de dessiner les quartiers. Je ne sais pas si vous êtes comme nous, mais nous au début on a imaginé que massivement on allait voir le Kasbah, on allait voir le quartier de la Kasbah apparaître. En réalité, on voit apparaître tous les quartiers populaires de l'époque, El Kasbah bien sûr, Salambier, Madania aujourd'hui, Bellecour, La Redoute, Hussein-Dey, tous les quartiers qui étaient majoritairement des quartiers algériens, tous ont été victimes de la répression, avec parfois, selon les quartiers, des dizaines de personnes enlevées. On a pu aussi identifier les entreprises où les personnes travaillaient. Dans la fiche de tout à l'heure, les familles déclarent leur adresse, elles déclarent la profession. Et donc, on connaît les métiers des personnes qui ont été enlevées. On sait que beaucoup travaillaient dans les tabacs Mélia, dans les usines de Hussein-Dey, dans les ateliers, à la poste, que beaucoup étaient des employés, par exemple des employés de la mairie. Certains sont des dockers, certains ont aussi des métiers beaucoup plus informels ou des métiers anciens. Il y en a même, on ne savait pas ce que ça voulait dire, moi je ne savais pas ce que ça voulait dire un bourrelier, quelqu'un qui fabrique les selles, quelqu'un qui est souchier. Jusqu'à maintenant, je ne sais pas très bien qu'est-ce que ça veut dire. Des gardiens, des agents, des gens qui sont très peu, mais quelques-uns qui sont déclarés sans travail. On a peu, mais on en a quelques-uns, des gens qui sont dans des métiers d'éducation, des professeurs, des enseignants, des avocats, évidemment le plus connu c'est Ali Boumenjel, quelques lycéens, et quelques écoliers ou jeunes garçons des quartiers. Tout ça, ça nous dessine la vie sociale de l'Alger algérienne de 1957. Ça nous dessine des quartiers, ça nous dessine des métiers, des activités et des histoires de famille. On a parlé tout à l'heure de M. Heimer. Comme beaucoup d'autres, quand on a rencontré sa famille, on a découvert une histoire de migration. Monsieur Heimer, il est né à l'extérieur d'Alger, il a migré avec son frère pour s'installer et devenir commerçant à Alger, et ensuite sa famille est devenue une famille algéroise en quelque sorte de longue date. Donc on voit comment ces familles, souvent elles viennent de l'extérieur, vraiment tout récemment, et leur mode de vie se transforme. Quand on a rencontré les familles ou quand elles nous ont écrit,
On a aussi compris qu'il y avait une transformation sociale qui était en cours. Par exemple, certaines familles, les personnes enlevées vivaient dans une maison où il y avait 3 générations, parfois plus. Les parents, les grands-parents, les enfants et les petits-enfants. C'est le cas par exemple dans la famille Tazir, où on a vraiment une succession de générations et tout le monde habite dans une même maison au-dessus de la crèmerie, si je ne m'abuse, du côté de Bellecour. Mais aussi, on voit que dans certaines familles, on a construit des maisons plus modernes. On a construit des maisons séparées, les 2 frères par exemple d'une même famille qui construisent une maison où ils habitent avec juste les parents et les enfants. Donc le mode de vie algérois qui se transforme à l'intérieur de ces familles. Ce qui était important pour nous aussi, c'était de découvrir à quel point les familles ont continué à rechercher leurs disparus. Je me rappelle de collègues en France qui m'ont dit un peu rapidement qu'ils n'avaient pas connaissance que les Algériens avaient recherché leur mort après les enlèvements de 1957. Nous, au contraire, on a trouvé beaucoup de témoignages et beaucoup de traces de ces recherches. On a d'abord trouvé une série de petites annonces, je vous les montrerai tout à l'heure sur l'écran, des petites annonces dont on parlait avec M. Rabah il y a quelques minutes, publiées en 1962. Au moment de l'indépendance, les familles étaient encore à la recherche de leurs disparus, et lorsque les journaux algériens ont commencé à reparaître, les familles ont envoyé des petites annonces. Mais dès 1957, dès les enlèvements, les familles se sont mises à rechercher leurs disparus. Souvent, dans les familles, c'est les femmes qui ont fait ce travail. Les mères, les épouses, les sœurs. Pourquoi les femmes ? Parce que je pense qu'il y avait l'idée qu'il y avait moins de chances qu'elles soient enlevées en faisant leur démarche. Beaucoup de témoins nous ont raconté comment leurs mères sont allées partout dans Alger pour essayer de retrouver le disparu dans tous les lieux où elles avaient entendu dire qu'on détenait et qu'on torturait des disparus. On a aussi trouvé auprès des familles des documents qu'elles avaient conservés de 62, 63, 64. Et après l'indépendance, les familles ont continué de chercher leurs morts et il y avait un service à la préfecture algérienne d'Alger qui était consacré à la recherche des disparus, auprès desquels les familles pouvaient faire des démarches. Beaucoup d'entre elles nous ont raconté comment le nom de leurs disparus est devenu un nom de rue, un nom de place, un nom d'une salle dans une université, un nom d'une université ou d'une école. On est parfois avec eux allés regarder, les photographier ces plaques et ces lieux. Et certains nous ont raconté comment, au moment de l'indépendance, comme d'autres enfants de Chouhada, ils avaient bénéficié d'une aide qui leur a permis en quelque sorte de changer de vie. Certains plusieurs nous ont rapporté le montant de cette aide, 1 dinar par jour et par famille, plus 1 dinar par enfant et par jour. Et plusieurs témoins, ou en tout cas un témoin, M. Dahman, m'expliquait que 1 dinar, au moment de l'indépendance, c'était ce qui lui permettait d'acheter un pain. Et vous imaginez que dans la vie d'une famille, 1 pain par jour, c'est à la fois peu de choses, mais en même temps, c'est beaucoup pour une même famille. Et il me disait très simplement, moi, c'est ce qui m'a permis de faire mes études, c'est ce qui m'a permis de continuer à aller à l'école. Quel est le but de tout ce travail en 2022 ? 3 buts principalement. Le premier, c'est celui des familles, en quelque sorte, c'est de répondre à un besoin de familles qui ont continué à rechercher leurs disparus jusqu'à aujourd'hui. Selon toute vraisemblance, nous ne pourrons pas trouver d'archives qui vont nous dire où sont ces disparus.
on ne va pas trouver de document signé Massu disant que nous avons enterré tel ou tel à tel endroit. En revanche, ce à quoi nous pouvons contribuer, c'est à donner à ces disparus un nom qui soit inscrit sur le site, peut-être plus tard dans un documentaire, peut-être plus tard dans un livre, et que ces noms soient sortis de l'oubli, une image, une histoire. C'est important de le faire maintenant, parce que les gens qui ont été les témoins directs de cela sont aujourd'hui âgés. Et dans 10 ans, d'une certaine façon, il sera peut-être trop tard pour leur apporter cette satisfaction. Le deuxième élément de réponse, pourquoi cette recherche, quel but? C'est celui de la justice. Après tout, la reconnaissance effectuée par le président de la République française, Emmanuel Macron, concernant Maurice Audin, couvrait de façon très large tous les disparus, mais elle ne faisait pas le travail de les nommer et de les compter et de les citer. Et il y a là un élément de justice qui nous paraît important et auquel nous pouvons contribuer. Et puis le troisième, parce que nous sommes historiens, c'est celui de pouvoir écrire cette histoire. Écrire une histoire dont les militaires ne sont pas le centre, dont les militaires français ne sont pas les héros, mais dont en quelque sorte les personnages centraux, les personnages essentiels sont à la fois ceux qui ont été enlevés, ceux qui sont parmi eux revenus et ceux qui ne sont pas revenus, et toutes ces mères, ces sœurs, ces épouses, ces enfants, ces neveux qui jusqu'à aujourd'hui portent cette histoire. Qu'est-ce que nous vous demandons à tous en quelque sorte aujourd'hui? C'est, si vous voulez bien, nous aider à diffuser l'appel à témoins qui est le nôtre pour nous permettre de retrouver le maximum de familles. Si vous, les journalistes, les habitants de quartier, les gens qui sont concernés ou pas, vous pouvez nous aider en arabe et en français à faire connaître cet appel largement, à récolter des témoignages ou nous donner les contacts de personnes qui pourront témoigner pour que nous puissions faire ce travail et que dans les mois et les années qui viennent, nous puissions avancer très vite sur cette histoire avant qu'il ne soit trop tard pour que cette histoire de la répression, elle puisse être faite collectivement et avec votre aide. Et avec ça, nous vous remercions. Merci beaucoup, Madame Al-Hal, Monsieur Fabrice, merci. Je donnerai la parole à Monsieur Mohamed Koursi pour dire un mot. Après, je donnerai la parole à Madame. Moi, rapidement, parce que je suis pas historien, journaliste, je trouve le projet d'importance capitale qui m'a interpellé personnellement d'abord. Ensuite, sur le plan de l'histoire, c'est très important parce que je pense que 60 ans après l'indépendance, est venu le temps d'ouvrir certaines portes, d'aller au-delà de cette histoire officielle, d'aller au-delà de cette histoire écrite par que ce soit en Algérie ou en France. Et ce que j'ai retenu, c'est ce renversement de perspective. Effectivement, il faut peut-être partir de cette anthropologie, de cette répression. Bon, vous l'avez oui, je voulais dire, excusez-moi. C'est vrai que le projet, il est au niveau d'Alger, au niveau de ce qu'on appelle improprement, je le dirai jamais assez, ce n'est pas la bataille d'Alger. Mais bon, par commodité, on dit Alger. Mais c'est vrai, combien il y a, comme vous l'avez si bien dit, combien il y a de Maurice Audin, pas uniquement à Alger, en dehors d'Alger, dans l'RPI, là où il n'y avait pas de caméra, là où il n'y avait pas de journalistes, là où il n'y avait pas, disons, de familles lettrées qui pouvaient éventuellement porter sur la place publique ou interpeller l'administration coloniale à l'époque sur la disparition d'un des leurs. Ces disparitions, je peux citer peut-être un nom en dehors d'Alger, on le connaît tous, Zeddour, Belkacem Zeddour Brahim, une semaine après le 1er novembre, enlevé, disparu, on a retrouvé son corps. Bon, il a fallu, et son père qui était un imam lettré avait interpellé à l'époque, écrit à l'administration pour essayer de voir où se trouvait son fils et bien sûr
Bon, on connaît la suite. Donc, il y a en fait un nombre incalculable, on dit des milliers de disparus. Il y a quelques mois, on a reçu le fils de Maurice Audin, enfin l'association aussi, Maurice Audin, un disparu emblématique. C'est vrai, bon, il était à Alger, il était intellectuel, il était français, il y avait des médias, mais comme je le dis, en dehors d'Alger. Et c'est ça. Peut-être ce projet, il est très important parce que il allume une mèche sur une bougie. Une ville, une période. Et c'est très important. Et c'est pour ça que je pense que les Algériens devraient s'emparer de ce projet pour essayer d'alimenter, de donner, ne serait-ce que des hypothèses. Ensuite, il y aura le travail de l'historien pour vérifier. Mais moi, j'ai entendu dire, ou au sein de ma famille, c'est vrai, parce qu'il y a ce qu'on appelle l'horloge biologique, et un jour, comme l'a si bien dit Mme Melika Rahal, il sera peut-être trop tard. Donc dès maintenant, il faut essayer d'alimenter cette base de données, et je pense que à partir d'El Moudjahid, c'est une place aussi intéressante comme d'autres espaces de médias ou d'associations. Pour faire parvenir cet appel, il faut alimenter, il faut contacter des journalistes, il faut contacter El Moudjahid et bien évidemment à travers le site pour parler de ces disparus, de ces assassinats. Parce que c'est vrai que si on travaille au niveau des archives, combien il y a l'ordre oral qui ne laisse pas de traces. Il n'y a pas que les archives qui sont nettoyées, il y a aussi toutes ces paroles, ces ordres donnés oralement et dont les coupables ou les responsables sont décédés depuis. Donc comment faire pour revenir dans cette histoire réelle, plonger dans cette souffrance, plonger dans ces questionnements encore lancinants dans la société, revenir. Et c'est ça qui donne toute cette importance à ce programme. Et c'est pour ça que personnellement, j'encourage et j'espère qu'il donnera, ne serait-ce que s'il arrive à sortir de l'anonymat un nom, c'est déjà pas mal. On a parmi nous le fils de Himouri, il est là je crois. Voilà. Le neveu. Ah, le neveu, voilà, il est là. Donc, il y a d'autres personnes. Donc, une personne, c'est déjà pas mal, parce qu'une personne, c'est déjà la barbarie. C'est déjà le crime, c'est déjà l'assassinat, une personne. Alors qu'on sait qu'il y a eu des milliers. Voilà. Merci pour votre travail. Merci, Monsieur Kossi. Nous écouterons les témoignages des personnes présentes à la fin de cette rencontre. Nous avons aussi l'honneur de recevoir Maître Ben Brahim, qui va aussi enrichir le sujet. Et qui fait partie justement des proches de disparus, puisqu'elle est elle-même fille de l'un des disparus. Elle axe sur le sujet, oui. Bien sûr, bien sûr. Je m'aperçois que j'ai oublié de dire tout à l'heure que le site milautre.org a été réalisé grâce au soutien de l'association Josette et Maurice Audin. Voilà. Et peut-être je peux ajouter aussi que pour le moment, nous en sommes à 300, donc sur un très gros millier de noms, nous en sommes à 351 cas de disparition définitive confirmés. Voilà. Sachant que nous savons bien que nous n'avons pas touché par ce site toutes les personnes potentiellement concernées, évidemment. Je vous remercie et je m'excuse pour le retard. J'aurais pu être avec mes amis là-bas, mais Dieu a voulu que je sois ici. Mais c'est pour une bonne cause, Fabrice. Je te remets le dossier d'un disparu, avec sa photo, avec tout le reste, comme je te l'ai promis. Il s'agit de Boujma Hammar. Donc, je ne sais pas si son fils est ici. Il est là, je lui ai demandé de venir. Peut-être qu'il aura à témoigner tout à l'heure. Et voilà, mission accomplie. Donc, le dossier... C'est le cas de le dire. Oui, voilà pourquoi j'ai mis du retard pour être ici. Effectivement, je suis la fille d'un disparu de, entre guillemets, la bataille d'Alger. Et nous n'avons pas cessé
de rechercher mon père arrêté le 26 août 1957. Et la première déclaration de ma mère, mon grand-père et ma grand-mère date du 27 août 1957. Comme le disait Fabrice, c'était le lendemain de l'arrestation que nous avons commencé à chercher mon père et on ne s'est jamais arrêté jusqu'au jour où Fabrice nous a fait la merveilleuse surprise de retrouver la photo et le nom de mon père qui figure justement sur leur travail. Il est très important de parler de cette question. Et nous n'avons pas attendu ce travail de Malika et de Fabrice parce que nous ne savions pas qu'ils étaient sur la question. Simplement, ce qui est certain, c'est que nous avons dans cette salle un monsieur qui a travaillé avec moi et avec lequel je travaille toujours depuis 2016 sur la question des disparus. Un travail officiel, parce que ce travail, nous l'avons commencé au niveau du ministère des Moudjahidines, lequel nous avait demandé de dresser la liste du crime contre l'humanité en Algérie, et nous avons inscrit pour la première fois la question des disparus de la bataille d'Alger, entre guillemets, et je vais vous dire pourquoi je dis entre guillemets, au ministère. Et une première commission est née où nous en faisions partie. Donc, nous aussi, de notre côté, nous avons beaucoup travaillé, mais nous n'avions pas ce que Malika et Fabrice ont réussi à obtenir. Parce que nous n'avions pas accès aux archives françaises. Mais eux, du fait de leur qualité d'historiens et de chercheurs en histoire, et de français, il faut le dire, ils ont eu cette chance extraordinaire. Et je crois que c'est une chance ou une providence pour Fabrice. Parce que le fait d'avoir trouvé peut-être des cartons, je ne sais pas comment il les a trouvés, c'était vraiment un hasard, à mon avis. C'était une façon de dire que Dieu les a mis sur ce chemin. Et Dieu nous a mis sur le même chemin, puisque nous avons décidé maintenant de travailler ensemble et de lever le voile sur la question des disparus en Algérie. Lorsqu'on parle de disparus de la bataille d'Alger, il faut circonscrire les choses. Parce que nous avons eu des gens qui nous ont dit « Oui, mais nous aussi, on a eu des disparus un peu partout à travers le territoire national. Et pourquoi vous ne parlez que de la bataille d'Alger ?» Eh bien, on parle de la bataille d'Alger, je dis toujours entre guillemets parce que je vais arriver, parce que Massu et ses hommes, Ossarès, Léger et tout le reste, ont beaucoup travaillé sur cette zone. Cette zone qui, dès janvier 1957, apparaissait comme une zone très dangereuse pour la France coloniale et la France militarisée. Alors, c'était le cœur battant de la Révolution. Les grands chefs se retrouvaient ici. Il y a eu un quadrillage fait par les Algériens pour établir les groupes. Il y a eu la fameuse organisation en grappe de raisin. C'est-à-dire il y avait 1, 2, 3 personnes sous le contrôle du chef, mais il y avait un autre cloisonnement qui ne connaissait pas. Ils ne se connaissaient pas. C'est ça qui a rendu difficile la bataille d'Alger. Ils ne se connaissaient pas et c'est comme ça qu'ils ont réussi à travailler et avant janvier 1957 et après janvier 1957, bien qu'on arrête la bataille d'Alger au 30 août 1957. Ce n'est pas vrai, la bataille a continué, mais sous d'autres formes. Alors, il y a des mots qu'il va falloir remettre à leur place. Quand on parle de disparus, il faut préciser qu'il s'agit, comme le disait Malika, d'une disparition forcée. Parce qu'il y a une différence très grande entre quelqu'un qui disparaît parce qu'il n'a plus envie de vivre ici, il va ailleurs, etc., et une disparition qu'on lui impose, une disparition forcée malgré lui.
On le retient malgré lui, on le torture malgré lui, on le fait disparaître malgré lui. Donc là, c'est un crime contre l'humanité. La disparition forcée diffère de la disparition simple. Et dans tous les documents, avant que les choses ne soient précises, que la différence ne soit faite, on parlait que des disparus de la bataille d'Alger, des disparus d'un point de vue général. Les disparus sont des morts sans sépulture et nous les cherchons depuis 75 ans. Nous venons, à travers ce qui a été fait par nos amis, de découvrir les visages. Moi, j'ai eu la chance de voir pratiquement tous les visages qui ont été portés. Je ne les connais pas, je n'ai reconnu que la photo de mon père, mais très sincèrement, on a essayé de partager ces photos avec nos amis, et les amis de nos amis, il paraît qu'il y en a ici aujourd'hui dans cette salle parce qu'on les a invités, et ce qui est surprenant, c'est qu'il y a des dizaines et des dizaines de personnes très importantes, des avocats, des médecins, des ingénieurs, des hommes politiques, des gens qui sont dans le gouvernement, des gens qui sont dans la défense, qui sont enfants de disparus. Mais ils ne figurent ni sur cette liste, ni ailleurs. Et actuellement, hier j'ai travaillé toute la journée sur cette question, avant-hier toute la question, pour préparer donc la journée d'aujourd'hui qu'on avait programmée. Eh bien, ça a été très fructueux pour moi, et la preuve c'est que les gens commencent à nous donner leurs dossiers, leurs documents, et il y en a encore, hein. Il y en a encore. Fabrice, tu vas te régaler. Et il faut les chercher. Les disparus que vous avez vus ici, j'avais préparé ma conférence de manière classique, mais je la mets de côté et je vais parler à partir de mon cœur. Alors, pourquoi on parle de bataille d'Alger? Réfléchissons ensemble. Est-ce qu'il y a eu une bataille à Alger? Vous avez entendu parler de quelques bazookas, des obus tirés à partir de bazookas sur Alger? Jamais. Vous avez entendu parler d'armes lourdes à Alger? Jamais. D'ailleurs, ce n'est pas possible. Ils ne peuvent pas dévaler, ni monter, ni descendre les ruelles de la Casbah. Donc, quand on parle de bataille, c'est faux. On doit changer l'appellation. C'est une répression de la Casbah, et non pas une bataille. Qui a inventé le mot bataille? Eh bien, c'est Massu. Il a dit Alger, j'en ferai ma bataille. Parce que c'est un nostalgique de Dien Bien Phu, où il a été battu à plate couture. Donc, nous sommes bien dans une répression. Et la répression est très brutale. On prend n'importe qui, n'importe quand et n'importe où. La preuve, c'est que nous avons un mineur de 15 ans. Et il y a beaucoup de femmes qui ont également été prises dans cet engrenage et qui ont disparu. Là aussi, il va falloir qu'on fasse la lumière. Mais de notre côté, Fabrice et Malika ont apporté ce qu'ils ont pu apporter de l'autre côte de la Méditerranée. Et maintenant, à nous de travailler pour récupérer ce que nous avons ici. Donc aujourd'hui, on ne peut plus parler de bataille, mais c'est une répression de la ville d'Alger. Éliminons le mot bataille. Ça fait honneur à Massu, mais pas à nous. On n'a pas mené de bataille. On s'est défendu par tous les moyens. Même si on a déposé des bombes, même si on a fait des assassinats, et rappelez-vous la bataille d'Alger, c'est très peu devant ce que Massu a fait. Voyons un petit peu maintenant la population d'Alger. Elle était recensée à combien? 80 000. Combien de personnes, selon les déclarations françaises, militaires françaises, ont été contrôlées, entre guillemets? 20 700 et quelques. Ce qui représente 24, d'après eux, leurs statistiques, 24,7% de la population algéroise contrôlée. Comment se faisait ce contrôle? Les gens étaient arrêtés, de nuit comme de jour, soit sur les lieux de travail, soit dans leur domicile. Ils étaient emmenés dans des camps.
Et dans ces camps, on n'écoutait pas la musique. On torturait, mais on mettait la musique à fond pour que les gens n'entendent pas les plaintes, ou les complaintes plus exactement, et les cris des torturés. Donc, il y avait quelque chose d'extrêmement important qui est le soubassement de toute cette violence en Algérie. Eh bien, c'était les pouvoirs spéciaux. Une loi de 56, de mars 56, a été votée en France, qui s'appelle la loi sur les pouvoirs spéciaux. C'est quoi les pouvoirs spéciaux? Les pouvoirs spéciaux, c'est donner tous les pouvoirs de police civile et de justice civile aux mains des militaires. C'est-à-dire que les militaires, avec le pouvoir militaire qu'ils exerçaient, additionnaient du pouvoir civil. Et donc le militaire faisait ce qu'il voulait, comme il voulait. Le pouvoir civil ne pouvait pas le contrôler. La justice civile ne pouvait pas le contrôler. Il y a eu également l'établissement de ce qu'on appelle les tribunaux spéciaux. C'est les tribunaux des forces armées. Et là, toute personne susceptible de quoi que ce soit, qui pourrait toucher à l'intérêt de l'État, même si il connaissait Nasser simplement, eh bien, il ne passait plus devant le tribunal de droit commun, mais on le transférait devant un tribunal spécial où celui qui jouait le rôle de procureur militaire, procureur donc dans une procédure, était un colonel, le président était un civil, mais tous ses assesseurs étaient militaires. Donc nous avons l'organisation, les pouvoirs spéciaux, plus l'organisation, la nouvelle organisation judiciaire. Et à partir de cette organisation judiciaire, il y a des choses extrêmement importantes qui se sont déroulées. Si on parle d'organisation civile, militaire au détriment du civil, cela veut dire que les enquêtes judiciaires classiques n'existent plus. C'est les militaires qui interrogent. Et alors, dans la langue arabe, il y a quelque chose d'extrêmement important. Al-istijwab ou al-istinbaq. Al-istijwab, c'est l'interrogatoire que nous faisons tous les jours devant les juridictions de droit commun. Mais al-istinbaq, il faut ajouter à cela la torture. Yastantiq taht al-adab. Yatakallam taht al-adab. Et alors là, il y a une autre force qui vient d'intervenir, c'est la torture. Toute disparition forcée est à la base, je dis bien à la base, un interrogatoire musclé, comme ils appelaient, pas sous l'effet de la torture, qui, dans certains cas, laissait morts dans les locaux de l'armée les gens, ou alors, on le transférait dans un autre camp pour le faire disparaître physiquement pour un laps de temps, puis on le tuait purement et simplement. Alors, cette disparition forcée sous la torture, vous voyez l'évolution. D'abord, on codifie la loi, après, le deuxième point, et maintenant on passe à la torture. Entre les deux, il y a quelque chose d'important et de très grave. Eh bien, il y a eu la généralisation de la torture pour obtenir la vérité. C'est-à-dire, c'est l'instrumentalisation de la torture qui est un crime. Ils vont instrumentaliser la torture sur les citoyens algériens et en fin de compte, on va les tuer et on saura après où est-ce qu'ils les ont mis pour certains. À partir de ce schéma, de ce scénario, on est en plein dans un crime contre l'humanité. Et vous allez comprendre aussi pourquoi on parle d'Alger. Parce qu'il n'y a pas qu'Alger où il y a eu des disparitions. Il y en a eu partout. Il y en a eu partout. Mais la disparition, c'est le fait de ne plus retrouver ce corps. Ce corps n'existe pas. Vous allez dans l'armée française, et vous diront, mais nous, on n'a rien, c'est pas possible, comme disait très bien tout à l'heure Fabrice. Vous allez chez Tejen, il va vous dire, oui, j'ai trouvé une astuce pour éviter qu'il y ait
des milliers de disparus sans aucune information. Alors qu'est-ce qu'il a trouvé comme moyen? Il leur a dit, je suis quand même secrétaire général de la préfecture d'Alger, eh bien je vais vous imposer, chaque fois que vous arrêtez quelqu'un pour l'auditionner, vous allez me remplir une fiche, nom, prénom, etc., comme disait tout à l'heure Malika, et à partir de cette fiche, je vais pouvoir contrôler le nombre et l'endroit où ils vont être assignés, parce qu'ils signent les assignations à une résidence dans un commissariat, dans une, je ne sais pas toujours, si, il y a eu des commissariats, mais disons surtout dans des casernes. Mais son but n'était pas celui-là. Parce que vous savez que les assignations, c'est des règles, c'est des normes, c'est des délais, etc. Ce qui l'intéressait, c'était de savoir, de connaître le sort du retour de cette personne. On l'a enlevé aujourd'hui, on a signalé à Tejen sur sa liste, sur son registre et sur sa fiche, il signe, voilà, j'ai signé pour, par exemple, Mohamed Ben Brahim, mon père. Et puis après, quand on va revenir vers lui pour dire, voilà, parce qu'il y a deux solutions, ou on le transmet vers les juridictions pour être jugé, ou alors on les libère, comme vous disiez tout à l'heure, Fabrice, la lettre L, libérée, qui est une fausse lettre, hein, c'est juste pour cacher la vérité. Et c'est à ce moment-là que Tejen s'est rendu compte que sur le nombre de disparus qui avaient été enregistrés, de personnes arrêtées enregistrées, il y a eu 3024 qui ne sont pas revenus. Ça, c'est simplement à partir des fiches. Et effectivement, les dossiers qu'avait fait Tejen ont disparu. Je ne sais pas comment, mais je crois que sa fille a réussi à avoir les archives personnelles de son père, un tout petit morceau, et elle avance 3600 et quelques. Donc vous voyez, 600 c'est quand même beaucoup, mais on a l'impression que c'est des bûchettes. Mais en réalité, que faisait l'armée française? Quand elle arrêtait les gens, elle ne disait pas à Tejen. Elle arrêtait des gens, elle les tuait avant d'informer Tejen. Et là, Tejen n'a jamais su savoir combien d'Algériens disparus. Il y en a environ 8000. D'où on tient ce chiffre? On tient ce chiffre des archives des militaires qui ont dit on a tué au moins 10% de la population algérienne. Donc si la population algérienne était de 80 000 personnes, le 10% ça ne peut être que 8 000 et non pas les 3 000. Les 3 000 c'est ceux qui sont connus par Tejen. Donc il y a une traçabilité, mais ceux qui ne sont pas connus, eh bien on ne peut pas savoir qui ils sont. Et peut-être que le travail que nous allons faire avec Fabrice et avec Malika va permettre aux gens de venir, de s'exprimer, de nous donner des dossiers comme ça, et peut-être qu'on va arriver, pas aujourd'hui, pas demain, pas dans 10 ans, à un chiffre approximatif. Mais on aura au moins l'avantage d'avoir fait ce travail. Maintenant, je finirai sur un point. Où sont enterrées ces personnes? À travers les recherches que j'ai faites sur la bataille d'Alger, entre guillemets, donc la répression sauvage d'Alger, les disparus de la bataille d'Alger, entre guillemets toujours, j'ai réussi à trouver 3 endroits. Le premier endroit se situait entre Zeralda et Staweli. Ces victimes, après leur mort, étaient pris dans des camions, les anciens camions à benne. Vous vous souvenez, ceux qui ont à peu près mon âge, se souviennent de ces camions en bois avec une benne. Eh bien, on les mettait dedans et la nuit, on les jetait dans ces fosses. Le deuxième, c'est un endroit qui se trouve apparemment à Koléa. Et le troisième, il se trouve du côté de l'Elba. Malika, je crois qu'elle a travaillé sur cette question, le camp de l'Elba. Voilà, on a retrouvé le Français qui avait donné sa ferme et qui était parti en Australie. Et les militaires ont pu enterrer librement les Algériens là-bas. Parce que peut-être il y a un camp de torture très très important, dont on ne parle pas beaucoup, et qu'on appelle Hawch el-Kileb. Parce que dans ce camp, on donnait des Algériens aux chiens affamés. Et ils les mangeaient.
il y a malheureusement aussi ce qu'on appelle les crevettes Bijar. Bijar, quand il avait trop de monde, il faisait couler les pieds des Algériens dans des blocs de béton. Puis, il allait avec son hélicoptère, il les rejetait au large d'Alger. Mais comme il y avait du béton, donc ça descendait très, très bas. Une fois, j'ai eu la surprise, on avait fait une conférence à Mar, on l'avait faite ici en 2016. On avait fait une conférence ici sur les disparus, et en sortant, j'ai eu une très agréable surprise, qui m'a fait mal, mais qui est pour moi un document très important. Je t'ai promis de te la donner, Fabrice, je te la donne. Et alors, c'est quelqu'un qui avait photographié 2 pieds, il les avait trouvés au fond de l'eau, 2 pieds jusqu'au niveau du genou, qui étaient plantés dans une bassine, enfin une bassine que je raconte, dans un bloc de béton. Et donc c'était la preuve pour moi qu'effectivement il y avait beaucoup d'Algériens qui avaient été balancés, d'Algérois, je parle d'Alger, ça s'est passé ailleurs, mais je ne parle pas des exactions extrajudiciaires, c'est un autre thème. On reste sur la bataille parce qu'il y a des textes de loi qui confirment ce crime contre l'humanité. Et donc, c'est ce qu'on appelle les crevettes Bijar. Comment allons-nous les comptabiliser aujourd'hui, si ce n'est par l'apport de leurs ayant droit, on les appelle comme ça puisque le terme a été consacré dans la loi de 2010 concernant le nucléaire. Pour la première fois, la France parle des ayants droit. Donc gardons ce terme en tête. Et nous avons autre chose, parce qu'un avocat, ce n'est pas uniquement les prétoires. Il peut également faire autre chose que les prétoires, c'est-à-dire fouiller dans les mémoires. Ces documents, j'ai promis à Patrice également de les lui donner. Il s'agit d'un fonds propre privé d'archives d'un certain Cloarec. Cloarec était un militaire français qui avait fait donc la bataille d'Alger, mais qui a fait également la bataille des Grands Hargues dans le sud. Et là, à la fin de sa vie, il écrit, ça c'est qu'une petite partie, hein. Ça c'est pour faire les photocopies à Malika et Patrice, parce que je l'avais promis. Et là, ce monsieur nous apporte des éclaircissements extrêmement importants. Il nous apporte même, oui Amar, tu me regardes, je vais te les donner aussi parce qu'on a du travail là-dessus, je sais. Il parle par exemple de Schmitt et des recommandations que lui faisait Schmitt de se taire. Savez-vous ce qu'il lui disait? Parce qu'il a beaucoup écrit au président français. Chirac a reconnu le premier la disparition. Il l'a reconnu, il y a le document ici. C'est vrai que vous ne pouvez pas le savoir parce que c'est un courrier privé. Cloarec lui a écrit et Chirac lui a répondu. Ça reste dans les fonds privés, dans les archives privées de Cloarec. Il lui dit, effectivement, il y a eu, mais Schmitt dit quelque chose d'important dans une lettre ici. Bien, il dit, tu ne peux pas fermer ta grande gueule. Tu n'as pas compris que nous sommes dans une autre bataille qu'on nous impose. La bataille d'Alger n'est pas terminée. Et là, ça ne fait pas très longtemps. C'est à partir du procès de Iguilaris où il a beaucoup écrit. Donc ces documents ici nous montrent énormément de choses. Ils nous montrent comment Alger a été quadrillé, qui a suivi les procédures d'enlèvement, où étaient ces chouhada, qui les a tués, comment les a tués. Il nous parle même de militaires qui voyaient quelqu'un d'assez élégant, etc. Ils sont allés jusqu'à l'étrangler avant même ils l'ont étranglé, il en parle. Mais ce qui est important dans ce dossier de Cloarec, c'est qu'il nous a écrit pour nous demander de venir en Algérie raconter tout ce qu'il savait à propos des détenus. Il dit, j'ai tué moi-même 73 personnes. Il donne les noms, il donne les lieux et il était disposé à venir. Mieux encore, Cloarec m'a demandé de lui faire un procès fictif, comme criminel de guerre. On a essayé de voir comment on pouvait le faire revenir.
Certaines personnes qui ne connaissaient rien à l'histoire et à la valeur de l'histoire se sont opposées. On dit comment on fait venir un criminel comme ça en Algérie? Mais il a tué. Je leur ai dit mais il a tué. Il va nous montrer, il va nous dire, c'est un témoin de son temps. Son témoignage est précieux. Eh bien, Cloarec, je crois qu'il est toujours vivant. Et peut-être que Malika et Fabrice vont pouvoir le voir. Je ne sais pas. Il nous a quand même envoyé 3 mâles énormes, à peu près de cette longueur, beaucoup plus large, de ces archives, de ces photos, tout ça. Nous avons fait des pieds et des mains. Le ministère des Affaires étrangères les a reçus parce qu'on n'avait pas le droit, nous, de les chercher avec Boulbina. J'ai les documents, tout est ici. Ces documents ont été transférés aux archives. Jusqu'à présent, personne n'a pu les consulter. Quelle raison, je ne sais pas. Je finirai pour dire que nous avons beaucoup de travail. Nous avons commencé il y a longtemps, pas si longtemps que ça, mais il y a 75 ans, aujourd'hui, pour le cas de mon père, disparu sous la torture, on ne s'est jamais arrêté de chercher. Et ma mère, qui n'est morte qu'il y a 10 ans, parce que c'était elle qui avait tout fait, j'ai donné les documents à Fabrice pour montrer que ma mère avait tout fait. On a été jusqu'à établir sa mort par un jugement, parce que c'est ce qu'il faut faire. Maintenant, tous ceux qui sont disparus, il y a une procédure judiciaire obligatoire, c'est d'établir la disparition par un jugement. 5 ans après l'indépendance, ceux qui ne sont pas réapparus sont considérés comme disparus. Fabrice a parlé de la commission de sauvegarde. La commission de sauvegarde est restée jusqu'en 1963 en Algérie. Nous étions libérés en 1962. Nous étions un État libre. La question, les avocats sont toujours très curieux, pourquoi cette commission est restée jusqu'en 1963? Pour une raison très simple. Il fallait absolument attendre que toutes les personnes qui étaient dans les maquis reviennent chez eux. C'est chez elles. Toutes les personnes qui étaient dans les prisons reviennent chez elles. Et à partir de là, on va savoir qui a disparu et qui ne l'est pas. Donc je vous remercie à tous d'avoir assisté à cette conférence qui me tenait à cœur. Je vous informe aussi qu'un travail a été élaboré entre Patrice, Malika et moi. La chaîne TV8 passera demain, je ne sais pas à quelle heure, mais je pense que c'est pour les heures de grande écoute. Il passera demain à Dakira. Je vous remercie et le travail continue. On aimerait bien entendre quelques familles, quelques représentants de familles pour des témoignages, pour ceux qui veulent témoigner. Il y a des doigts qui se lèvent là. Peut-être leur donner un micro, non? Pas de souci, il va vous ramener. Voilà. Mesdames, Messieurs, je me présente, c'est la société civile, l'association des Amis de la Romplouni à Reski, un chéhid qui a une histoire immortalisée par un fait. Lorsque j'entends parler de bataille d'Alger, entre guillemets, moi j'ai vécu cette bataille d'Alger. J'ai vécu la rue de Thèbes, qui est partie en éclats. Eh bien, des répliques immédiates, le cocardi, les bars, comment dirais-je, la corniche, qui était le bastion des ultras, des militaires français, de la police française. Il y avait un combat, il y avait une bataille, une véritable bataille, et je vous dirais que l'université, on est arrivé à une embuscade en plein Bab el Oued. J'étais jeune, j'étais écolier, le lendemain, j'ai vu une transformation
complète de nos camarades français. Que s'est-il passé? Maintenant, les faits de la guerre sont à Alger, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Il y a eu des répliques armées. Ensuite, arrive la grève des 8 jours, inédite et inconnue dans le monde. Ça a été une bataille pacifique, J'ai vu, nous avions vécu, j'ai vu la troisième puissance de l'OTAN au désarroi. Comment? Une semaine avant la grève, tous les commissariats de police, toutes les patrouilles, les services généraux se demandaient pourquoi les épiceries étaient prises d'assaut et vidées. Pourquoi il y avait un appel, le tract a sillonné un petit peu tout Alger, et là la grande question se posait, ils étaient dans le désarroi. Ensuite, il y a la représentativité du FLN qui était remise en cause. On jouait là-dessus. Eh ben, la bataille d'Alger a démontré le contraire. Du premier jour jusqu'au dernier jour, une grève pacifique. Mais cette grève pacifique a été réprimée comment? Elle a été réprimée dans une victoire, une grande victoire. C'est celle de faire découvrir au monde la troisième armée de l'OTAN dévastatrice. J'étais à la Casbah, j'étais jeune, j'ai vu des magasins éventrés, du cannibalisme inimaginable, du pétrole jeté sur de la semoule, des œufs étaient sur. Je suis passionné, je m'excuse. Donc tout cela a fait que cette bataille d'Alger. Alors pour les disparus, j'ajoutais un mot. Oui, ça a mal des choses. Voilà. Si une personne algérienne qui ne peut pas malheureusement rester avec nous longtemps, donc il m'a interpellé, il a 5 personnes disparues. تفضل الحاج. أنا ما قبل الأخبار تفضل الحاج تفضل. كل شيء بدون الميكرو. زكي. تفضل الحاج. Je suis de Malkhasba, Msostara. On habite juste à côté de l'éco-service. Alors, durant في جولة بارالنايا بنظر لغير بوزير حنا بدمنا ديجا السونتر عمرهم ما هضروا على السونتر تاع لي تورتير تاع الجروب تاعنا يهضروا على تاع صالون بهذاك دلوب ولا نيغانا بنظر لغير بوزير صاروا يبداو بالمدفع خداو لي بالكون دراري مي سيتي ان ماساك هما يسون بيزير كاع الجروب تاعنا يعني كلهم كيتيكول تاع 3 كلاس تما الكرام ماساك وجامي يهضروا عليه بزاف تاعنا الكرام ماساك كاع تما الجروب تاعنا هذاك اللي راح تم صباح ديسباري يدو في الليل انا هذا كنت مع نسيبي حكموا مدام تاع الخضاري خاطري يسكن شما كان وحنا كنا هاربين كاع يحوسوا علينا راحوا للدار تما صابوا كاع مون بير كاع لا فامي كاع خواتاتي كاع جوزهم لا حتى ما سكن تم كانت الخزنه الرونيون تاع تميت الليطات ترون كانوا يروحوا برميدي دار هذيك تاع فويل حنا كنا كرينا بابا فويل احمد اللي كان حاكم تاع سيدي عبد الرحمن لكل تاع قالوا جبدوهم كاع في الدار حنا خلاص خويا الكبير هذا اللي تسترجيد الترانسبور تاع بابا طالعين لا شي من ما تعلموا انا كاين واحد كان في داعي انا في الرفاصه والاخرين
كي صابوا هذوك بير خادم كان راحوا زمانهم بير خادم في الفيلا تاع الفيرما تاع مصطفى سايح الله يرحمه. تما كان خويا رحل من القصبة تما يسوي ما بوشوشي مصطفى واسمه لانسيان بوكسر الريزو كان احنا كاع هربنا كاع دولة خطي حيرش تما في بير خادم صغير كان 17 وقراو كي صاروا فيهم كاع حيرش كاع تما مع النساء كاع هكذاك جاو اللبنان يداوه هذوك ضربوهم كاع الدواء بالمرضى يضربوا في الراس هكذاك. يعطيك الصحة. Merci. Donc, on aimerait bien entendre d'autres témoignages. S'il y a d'autres personnes qui veulent témoigner, bien sûr. Le micro, s'il vous plaît. Le micro. On va faire tour de rôle. D'abord, puis après vous. S'il vous plaît, juste de ne pas prendre beaucoup de temps pour laisser l'occasion à d'autres. Bon, salam alaikum. أنا سيد فيس دو حمار بوجمع ديسباري لا باتاي طالجي سيركونت سيت. أنا بابا ما نعرفوش جيت رباط عندي 3 سنين في عمري الهرمات هو مصفون يخدم هنايا يخدم بولوجي ويخدم مع الجبهة مع المجاهدين. هو يخدم بولوجي ويخدم مع المجاهدين ومع من كان مع العربي بن مهيتين وعلي له فرشوخ هذا وليد عمنا معروف في القصبة. ومن بعد العربي بن مهيتين على حسب ما قالوني ما قالتني يما ربي يرحمهم كاع واش قالت لي العربي بن مهيتين الهر عنده ان بليسور في رجلو ما حبتش تبرالو كانت تسيلو بالدم. ومن بعد واش دار على له فرشوخ هذا احنا سيد لا فامي فرشوخ وداه للدار لاري جيزاب ديران داه تماك خباه في دارو. العربي بن مهيدين كان مخبي في دار على له فرشوخ وهذاك الدار تماك اللي يكون بابا ويكون على له ويكون سعيد فرشوخ ثاني. وعنده ان بليسير ما حبش تبرالو. واش داروا له ما حبش تبرالو. وبابا طلع البلاد عندي يماه واسمها احنا نقولوا له القبله تداوي دراري صوار. حكى لي يماه قال لها يا يما كاين واحد مجاهد حبيبي او تبليسه واش ما حبش يتبرالو هذاك الجرح. عطات له الحشاوش تاع البلاد قالت له كي تلحق مسح له بلاصه هذيك دارها له كي ولا جاب هذاك الحشاوش دارهم العربي بن مهيدين برا رجلو 2 جور ابري خرجوا صارت لهم تبيعه وهما كي جاو باش يديو العربي بن مهيدين صابوا بابا صابوا سعيد صابوا محمد رفدوهم في 3. بابا دخل الدار إلا انسيستي مع العسكر هذوك واسمو جنرال هذاك جنرال اللي عنده عين وحده الوقت هذا ورئيسه ولا واسمو هذاك اللي داووه كي داووه يلا انسيستي معاهم ضربوه تحماو له ضربوه ميرسي داخل الدار هذا ما عندي نقول لكم والله يرحم شهداء وتحياتي. Merci beaucoup. Merci. S'il vous plaît. Monsieur. Si, monsieur. Approchez-vous, s'il vous plaît. Une petite présentation, donnez le nom et prénom comme ça pour qu'on sache. D'accord, oui, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour.
Je suis le neveu d'un disparu, un shahid, qui s'appelle Sedji Khaled. Il est né le 4 janvier 1938 à Alger. Il a été arrêté chez lui, à Bellecour, le 15 février 1957. Il a été pris vers l'école à la Redoute. C'était les Bérets Verts qui l'avaient arrêté. Ensuite, il a été emmené à la caserne à Lafarge, à Hussindé. Ensuite, à El Biar. Sa mère a commencé à le chercher. La dernière fois qu'elle l'a vu, c'était dans le centre d'El Biar. Et il devait être dans un convoi en partance vers Beni Messous. Malheureusement, il n'a jamais atteint le camp de Beni Messous. Donc vous avez donné... Oui, son cas a été documenté. Sur notre site. Oui, et même son cas a été porté dans la brochure Les temps modernes. Les cahiers verts. Voilà, et même dans le livre de Pierre Vidal-Naquet. Fait référence à... Voilà. Merci, Merci, monsieur. merci beaucoup. Merci. Je voudrais poser 2 questions, s'il vous plaît. Juste oui, terminer les très rapide, témoignages et après on passe au débat. Très rapidement. S'il vous plaît, on respecte je me demande de terminer les témoignages, après on passe au débat. S'il vous plaît. Faites-les, madame. Voilà. Je suis la sœur et la cousine d'un disparu. J'avais à l'époque أعطينا الاسم تاعو اسمه. Sidi Idriss Hmirouch et Sidi Idriss Hmidouch. Eh bien, quand ils sont venus les parents chez nous à la Casbah, la rue de la Mirouse, il y avait des centaines de parachutistes. Et moi, j'étais une petite fille de 9 ans. Oui, نهضر بالعربية c'est mieux. كي صوتونا مسطح راحوا تبيعة قبالة لاشونك وين يرقد خويا الغرفة يرقد خويا تما جاو راحوا ليه قبالة شدوا في فوقاني عذبوه ضربوا يمه تشوف يمه خاوته وهو يعيط حتى كي دخلوا على 12 تاع الليل حتى ل 2 دو ماتان وهما يعذبوا فيه كي داوه هكذا يكركروا فيه. ووليد خالي سيدي إدريس حميدوش داوه خرج من الدار على 10 تاع الصباح في لاغو دو لا كازبا حكموه صابوه مسلح من تما ديسبارو كي خويا كي وليد خالي عيات يما تحوس تواسي والو ما صبناش كامل نعم. Merci madame. Merci beaucoup. Il y a d'autres témoignages s'il vous plaît ou on ouvre le débat. Est-ce qu'il y a d'autres témoignages ou on ouvre le débat? C'est un témoignage ou question? Un petit témoignage s'il vous plaît. Témoignage? Oui, bon. D'accord. J'ai envie de parler du Shahid Ben Haddad, Mohamed Ben Haddad. Depuis l'indépendance, le stade de Kouba porte son nom. Oui. Et depuis, et on ne connaît rien de lui. On n'a même pas sa photo. Bon, dernièrement, son neveu vous a envoyé sa photo, son unique photo aussi. Et puis, d'après ce qu'on a entendu, il n'a plus ni son épouse est décédée. Bon, enfin bref. J'ai entendu parler qu'il a été enlevé un 3 juillet 1957 dans un atelier à Hussindé. Et c'était un génie en chimie. Apparemment, c'était il était dans les bombes ou quelque chose comme ça. Voilà, c'est très bien. C'est merci. Ce que merci beaucoup. Merci. Voilà, merci beaucoup. Merci. D'autres témoignages, s'il vous plaît. Bonjour. Je m'appelle Siham Rebaïn. Je suis une fille de disparue. J'espère que je vais parler sans trop d'émotion parce que c'est toujours poignant. L'aspect que je voudrais souligner, c'est le fait, disparu, mon père a été pris de chez lui, arraché, ce que vous voulez, par les Bérets Rouges, les paras. Il est passé par 2 centres. Il est passé par Beni Messous, il est passé par El Biar et la Villa Suzini, de triste mémoire. Et ce que je voulais dire, c'est que, en tant que fille de disparue,
ce qui me tient à cœur, c'est que quand on vit avec cette blessure, avec cette plaie, je suis là aujourd'hui pour dire que, en fait, au niveau de l'histoire, je veux transmettre, je veux savoir ce que mon père a vécu, une partie de sa vie tout au moins. Donc, j'essaye, par ces recherches, de savoir comment il a vécu, qu'est-ce qu'il a fait. C'est pas seulement un nom, une photo, il a eu une vie, qu'est-ce qu'elle a été, et qu'est-ce qui s'est passé dans cette vie pour qu'un jour, je n'ai plus de père. Je ne l'ai pas connu, je ne l'ai pas connu. Et un deuxième point, c'est aussi transmettre un peu cette histoire à mes enfants, tout simplement. Ça me dépasse, parce que nous, on vit avec cette plaie continuellement, bon gré, mal gré. Mais c'est surtout transmettre cette histoire, comment on essaye de se construire, surtout, et puis voir un peu ce père que j'ai jamais connu, et qui a basculé comme ça du jour au lendemain pour moi en tous les cas, même s'il y a eu une tradition familiale engagée de la famille, de sa femme, ma mère, la Moudjahida est défunte et femme de Shahid Thomas Ouzgan, de son père Saïd Ouzgan, dont j'ai ramené le document qui était quand même secrétaire général des commerçants algériens, et ça c'était en 1956, et bien sûr de son oncle Amar Ouzgan, ancien du PCA. Voilà un peu pour l'histoire familiale, mais il y a une histoire aussi intime, privée, qui est cette retransmission à ses enfants, quand on se pose des questions et qu'on veut leur amener des réponses. Un autre point, je voulais remercier 1000.org, donc Madame Malika Rahal et Monsieur Fabrice Receputi, pour vous dire comment j'ai récupéré une partie de l'histoire de mon père. Par hasard, avec mes maigres ressources de quête, j'ai pas grand-chose. Donc c'est vrai, je cherche un peu les gens qui l'ont connu, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il n'a pas fait, avec qui il a été, où il a joué le sport, où il n'a pas fait de sport, qu'est-ce qu'il a fait de cette vie. Et par hasard, je suis tombée sur une note sur le site. Et à partir de là, ça s'est pas matérialisé, mais j'avais quelque chose de mon père. Quelque chose. Et c'était très très important pour moi. Donc aussitôt, je ne suis pas rentrée en contact tout de suite avec nos deux historiens. Bien après, j'ai profité parce qu'il y avait juste une note, il n'y avait pas de photo. Donc j'ai été pour leur déposer la photo et pour mettre une image, une photo sur cette note qui ne reste pas aussi longtemps anonyme. Un autre point, je suis passée par la Villa Susini et c'est assez poignant. C'est poignant parce que je sais que mon père est passé par là. Et à chaque fois que je passais en voiture avec n'importe qui, je ne pouvais pas ne pas dire, vous savez ce que c'est ? C'est la Villa Susini. Voilà qu'est-ce qui s'est passé dans cette villa. Et mon souhait, je le dis aujourd'hui, c'est que cette Villa Susini soit un musée de la torture pour que ça reste et qu'on le sache, même si on le sait, mais je veux dire que pour le commun des mortels, n'importe qui sache, voilà, c'est la Villa Susini, c'est un musée de la torture, il faut le dire, et que nombre de personnes sont passées par là, et ce serait encore mieux si on pouvait inscrire leur nom sur les murs où ils veulent. Merci. Donc ça c'était pour la Villa Susini, et puis je vous remercie. Merci. Au revoir. Donc allez-y. Bonjour. Tout d'abord je vous remercie pour votre action là. Elle est vraiment nécessaire. Voilà. Je me présente M. Hamdani Sitali. J'ai eu mon frère qui a été blessé au 1 rue de la Bombe, à la Casbala. Il a été transféré à l'hôpital. Il est resté 10 jours et après il a disparu. On a écrit à Salon. Le cabinet Salon a répondu comme quoi il a été libéré, bien sûr. Et grâce à vous et à vos fichiers, j'ai trouvé un point. J'ai su qu'il a été transféré à Boufarik. Voilà, ça c'est arrêté là. C'est de là, vous n'avez plus de... Voilà, et merci. Merci. Merci à vous. Merci, allez-y. Bonjour. Bravo pour le travail que vous faites. C'est une première étape.
Micro, oui. Je me présente, je m'appelle Selhi Mokran. Je suis le neveu d'un disparu forcé, Selhi Mohand, qui est cité dans le livre de Malika Rahal sur Ali Boumenjel, parce que mon oncle était ingénieur de mines à l'époque déjà. Et à Ben Ramadan 155 l'a contacté et il lui a dit: tu vas rentrer à la Shell ou à la BP, on veut que tu rentres dans une compagnie pétrolière et tu prends Ali Boumenjel avec toi au service juridique pour qu'on puisse préparer les dossiers plus tard à l'indépendance sur le pétrole. Et mon oncle est rentré à la Shell. Il a été arrêté en même temps que Ali Boumenjel. Il a disparu jusqu'à ce jour. La question que je pose, c'est que votre travail qui est très louable, pour moi, ça ne peut être qu'une première étape d'inventaire, de listing, d'établissement des fiches de tous ces disparus-là. Mais ça ne fera jamais notre deuil, même si on le sait. Par contre, si ce travail peut être poursuivi par la recherche des lieux de sépulture où est-ce qu'ils ont été pour découvrir toutes ces fosses communes et un jour peut-être récupérer les ossements et faire notre deuil. Deuxièmement, vous avez beaucoup travaillé sur les archives là-bas en France, mais je pense qu'il y a des archives qu'il faut essayer de consulter ici en Algérie aussi. À titre de mémoire, je cite simplement Al-Moudjahid, puisque nous sommes dans la salle du Moudjahid, un journal Moudjahid, un quotidien de 1962 ou 1963, d'un témoignage rescapé d'un camp de torture, où était mon oncle, où il a apporté un témoignage bien détaillé sur les tortures et l'assassinat de mon oncle. C'est la fameuse ferme Hauch Perrin, qui se trouve à côté de Bir Khadem, où il racontait les nombres de séances de torture que subissaient tous ces gens-là, qui étaient parqués dans des cuves à vin et qui étaient extirpés ensuite la nuit pour être tués, pour être égorgés. Et mon oncle a fait partie de ça. Un autre petit témoignage que je voudrais que vous notiez, peut-être ça peut faire l'objet d'une investigation un peu plus profonde. C'est un ami qui m'a raconté, un ancien condamné à mort, qui m'a dit qu'un jour on est venu les sortir de la prison, une dizaine, pour les emmener à Alger. Il a dit on nous a mis les bandeaux sur les yeux, donc on ne savait pas où on était, mais il les a emmenés dans un endroit où on leur a fait déterrer avec des projecteurs des morts qui étaient dans une fosse commune. Il a dit ces corps-là, on les a mis, ils ont jeté de la chaux dessus, ils les ont jetés sur des camions. Il m'a dit ensuite on nous a remis nos bandeaux et on a démarré, on est parti. Il m'a dit on a roulé peut-être comme ça 20 minutes, une demi-heure, 3/4 d'heure, je ne sais pas. On s'est arrêté et il y avait une nouvelle fosse commune qui a été ouverte là-bas et on a rejeté ces corps dans cette fosse commune. Il m'a dit mais je ne peux pas dire où c'est. Il a dit mais en tout cas c'est dans la banlieue d'Alger, un rayon maximum de 20 km d'Alger. Et cette opération a été faite pourquoi? C'est parce qu'il y avait une mission de la Croix-Rouge internationale qui devait venir arriver pour enquêter sur toutes ces tortures et il voulait à tout prix déterrer ces corps de ce lieu de torture pour les transférer ailleurs. Je vous remercie. Merci à vous. Merci, merci beaucoup. Bonjour, salam alaikum. Je suis Belrali Mustafa, le frère de Belrali Ahmed, disparu le 7 juillet 1957. Avant sa disparition, il est venu son compagnon le matin, à 6 h du matin, frapper à la porte, il dit Ahmed, tu dois partir. Ils ont arrêté 2 personnes de notre équipe, il faut partir. Mon frère, il a dit non, je ne vais pas partir. Son compagnon, il s'appelle Ahmed Arwa. Il est parti au Jebel. Il s'est accroché, il était tombé sur un accrochage, il est mort, le même jour. Et mon frère, il a été au travail comme étudiant. Il avait 17 ans à peine. Il avait un poste à la poste du Champ-de-Monneuve. Ils l'ont arrêté, ils l'ont pris. On n'avait plus de signal de lui. Et je veux vous dire que dans notre quartier Ruisseau, Montfleury,
il y avait 7 disparus en même temps. Ils sont partis. Il y a Patli, il y a Harouz, il y avait 7 personnes disparues. On a cherché de savoir où il est parti. Mon père, il courait de caserne à caserne, il n'a pas trouvé. Et bien, après l'indépendance, ceux qui étaient avec lui en prison lui ont dit qu'il est mort. Comment qu'il est mort? Il avait fait une opération de l'appendicite. Et lui, il était acharné. Il leur dit, c'est moi le chef de ce groupe. Alors, on va te refaire l'appendicite. Alors, vous n'êtes pas des hommes. Ils l'ont tué. Ils ont planté leur poignard dans l'appendicite et l'ont tué. Voilà alors voilà ce qu'on a de lui. Merci pour ces riches, merci tout le monde pour ces riches témoignages. Est-ce qu'on peut prendre vos coordonnées, monsieur, s'il vous plaît? Les coordonnées. S'il vous plaît. Le micro derrière. Donc, vous voulez parler, monsieur? Merci pour tous ces témoignages qui n'en font qu'enrichir votre travail. Bien sûr. Tout d'abord, je remercie la Fondation Maurice Audin, disparu par milliers, en général et en particulier Mme Rahal Malika et M. Fabrice Pouti. Merci. Voilà. Alors, je m'appelle Akouch Abdelkrim, fils du disparu Akouch Saïd, né le 24 juillet 1924 à Borj Menaïl, plombier à la mairie d'Alger. Donc, il a été appréhendé ou arrêté en 1957 à Alger Centre. Donc, je vis toujours avec un pincement au cœur de la part des disparus, de la part de la révolution algérienne et de la part de mes grands-parents qui ont assez souffert de ces recherches. Parce qu'on ne connaît pas exactement. Voilà. Et je vous remercie. Merci à vous, monsieur. Merci tout le monde. Voilà, d'accord, allez-y. Les micros marchent là? Oui. Micro, c'est celui-là? Non, rouge. Oui, je voudrais faire une courte réponse à monsieur qui est intervenu tout à l'heure, dont je n'ai pas retenu le nom, à propos de la bataille d'Alger. Et essayer d'expliquer pourquoi les historiens aujourd'hui mettent des guillemets à bataille d'Alger. Alors j'ai très bien compris, je crois, votre point de vue. Vous avez 1000 fois raison d'insister sur l'importance, qui est totalement sous-estimée et presque inconnue en France, de la grève des 8 jours. Il se trouve que je viens de faire des recherches importantes dans les archives coloniales sur la grève des 8 jours et que j'ai découvert, moi, 2 choses. C'est que cette grève, elle est un succès éclatant en Algérie, et pas seulement à Alger, hein, dans toutes les villes d'Algérie, mais aussi dans l'émigration en France, où, comme la répression n'a pas pu être aussi sévère, les taux de grève qui sont donnés très précisément par la surveillance policière, les taux de grève pendant 8 jours sont très élevés dans tous les secteurs qui embauchaient les travailleurs algériens en France. Première chose, un succès éclatant, qui est totalement occulté. Il a été occulté parce que le pouvoir colonial a réussi à le rendre en grande partie invisible à l'extérieur. Je ne parle pas de la mémoire des Algériens, mais à l'extérieur, en faisant tout pour donner une image d'échec de la grève. Bon. Et ensuite, la deuxième chose qui apparaît clairement, c'est que ce qui est en réalité à l'origine de la décision de militariser la répression à Alger, de donner les pouvoirs de police, comme on disait, au général Massu, c'est précisément la panique que crée dans l'autorité coloniale l'idée que pourrait avoir lieu une grève algérienne, générale, de 8 jours, dont tout le monde sait visiblement, d'après les archives, qu'elle va être très suivie. Ça, c'est la perspective d'une catastrophe politique pour Robert Lacoste. Parce que ce serait la preuve donnée au monde entier, à l'ONU, qu'on veut interpeller en particulier, de l'échec total de ce qu'ils appelaient la politique de pacification. Et ça précipite la décision de donner les pouvoirs de police à Massu le 7 janvier. Et alors,
J'en viens à l'expression bataille d'Alger. Cette expression, on la trouve pour la première fois dans un livre publié en avril 57, un petit livre qui n'a à peu près aucun intérêt, à part son titre, qui s'appelle « La bataille d'Alger », qui est écrit par un journaliste européen de la radio d'Algérie. D'accord ? C'est la première occurrence, c'est la première emploi du terme qu'on voit. En avril, après la répression de la grève. Ensuite, ce terme va être repris systématiquement par les militaires en particulier, par la propagande française, parce qu'il permet de faire passer pour un affrontement militaire, un événement d'histoire militaire, quelque chose qui est pour masquer le fait que ce qu'on a fait en réalité, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une grande répression politique qui n'était pas seulement... Parce que vous savez, qu'est-ce qu'ils ont vendu, les militaires? Ils ont vendu la lutte antiterroriste, c'est-à-dire il y avait des attentats, et donc tout ça s'était mis en œuvre pour faire cesser les attentats, la mort d'innocents dans les attentats aveugles. C'était, voilà. Et donc, le film d'ailleurs extraordinaire de Pontecorvo, La bataille d'Alger, il a tendance aussi à accréditer cette histoire-là. En réalité, c'est toute la population algérienne. Et donc, c'est en ce sens que les historiens récusent maintenant, préfèrent le terme de grande répression d'Alger, parce que la bataille d'Alger, ça suppose une confrontation de type militaire qui en réalité n'a pas ou que très peu existé. Mais je comprends bien aussi que, de votre point de vue, l'utilisation de ce terme rappelle qu'il y a eu une très forte résistance de la part des Algérois pendant cette période. Voilà, bon, je ne sais pas si j'ai été clair, mais Malika, tu veux peut-être ajouter quelque chose? Je voulais juste ajouter une chose. Est-ce que peut-être on peut remontrer une carte si vous voulez bien? Je ne sais pas comment on rallume l'ordinateur. Est-ce qu'on peut remettre la... Ouais, enfin... Dire deux mots de la délimitation géographique de notre étude. Elle est limitée parce que, comme vous le voyez, nous ne sommes pas nombreux à travailler avec deux historiens. Nous ne pouvons pas couvrir l'ensemble du territoire algérien et nous ne pouvons pas couvrir la totalité de la guerre de révolution. C'est simplement pas possible physiquement. Donc nous nous sommes concentrés sur Alger et son département, l'ancien département d'Alger, Medinat el-Jazair wal-Mintaqa, et sa région en 1957 et 1958. Ici, ce que je vous présente, c'est la carte qui n'est pas le résultat final, mais qui est le premier résultat de cette enquête. Nous avons essayé, avec l'aide d'un géographe, de placer sur la carte une trentaine de cas, un échantillon d'une trentaine de cas. Nous avons placé sur la carte, sous forme de points, les lieux de vie des personnes, leurs adresses, en forme de points orange, les lieux de travail. Donc, par exemple, vous avez ici des adresses de disparus, dans la Kasbah également, en orange, les lieux de travail, et sous forme d'étoiles, les lieux où ont eu lieu les enlèvements. Nous avons aussi placé sur la carte, sous forme de triangle rouge, tous les lieux de détention qui ont été mentionnés dans ces 30 premiers cas par les familles. C'est-à-dire les personnes nous disent « Ma mère, elle est allée à la Villa Cézini, à la Villa Mireille, elle est allée... » On a entendu dire qu'on torturait dans les vestiaires de la piscine du stade municipal. On pose sur la carte le stade municipal comme un probable lieu de torture, non pas parce que les militaires nous le disent, mais parce que les habitants d'Alger nous le disent. Et en fait, si vous regardez les points rouges sur la carte, vous voyez que où que vous soyez à Alger en 1957, vous êtes à moins de 500 mètres d'un lieu de torture.
Notre but, c'est de continuer ce travail avec tous les autres cas et de pouvoir localiser chaque cas individuellement. On commence à voir apparaître les quartiers. Le plus visible, évidemment, c'est le Rasba, mais vous commencez à voir apparaître Medaniya, El Hamma, Champ de Manœuvre, plus loin Hussein D. Donc, pour vous donner une idée, tous les cas qui nous intéressent pour ce projet, c'est département d'Alger, ancien département d'Alger, toutes les communes du département d'Alger, 1957-1958. Le second élément de réponse que je voulais apporter, c'était sur l'inscription des disparus, et c'est particulièrement intéressant. C'est qu'en fait, il y a un premier texte de loi qui paraît en octobre 1962, qui est assez unique. Donc, on est juste après l'indépendance, et au journal officiel paraît un texte qui prévoit que pourront être inscrits comme décédés dans le registre des décès tous ceux qui ont disparu dans des conditions susceptibles de mettre leur vie en danger. Donc, vous imaginez, on sort de la guerre, n'importe qui peut apporter des témoins et qui dit « mon père, mon frère a disparu » et il y a des témoins qui disent que sa vie était en danger au moment de sa disparition, il y a une possibilité facilitée de les déclarer disparus. Encore plus intéressant, ce même texte prévoit que si jamais la personne réapparaissait, on pourrait enlever leur nom du registre des décès. Pourquoi? Parce qu'en fait, le pays est tellement chamboulé en 1962 qu'on imagine que tous les disparus ne reviendront pas avant plusieurs mois. Donc on prévoit l'inscription au registre des décès, mais on prévoit aussi la possibilité de les enlever du registre des décès dans un texte législatif. Jusqu'à maintenant, les familles que nous avons rencontrées nous ont dit que plutôt elles ont trouvé ces démarches relativement faciles, qu'on n'a pas rencontré encore, il en a peut-être existé, mais nous n'en avons pas rencontré de familles qui ont dit ça a été impossible de faire reconnaître le décès. Il y avait ces modalités de facilitation d'inscription au registre des décès. Voilà quelques précisions que je voulais apporter. Merci pour votre présence et merci à tout le monde. Et on vous reçoit le mardi pour un autre forum sur l'environnement. Merci. Merci à vous. Merci à vous, merci. Merci.